Salut lesbiennes et alliés, je suis heureuse de vous retrouver pour ce 11e épisode de la saison 1 de The World. Avant de commencer, je rappelle qu'il y a un eurodatage sous la vidéo qui permet de naviguer à votre guise dans l'épisode et d'une manière générale sur l'ensemble des épisodes, il y a un eurodatage dans la description. Précédemment, vous avez découvert donc le 10e épisode et son contexte de tournage et comme d'hab, c'est de là qu'on poursuit l'aventure. Let's go! Donc je quitte Saint-Étienne le 4 août au cours de la 9e semaine en solitaire sur la route. C'est déjà 10 interviews depuis le lancement du projet à travers 8 départements et un peu plus de 1200 km. Au cours des 72 dernières heures, j'ai réalisé 3 interviews, dont 2 avec des personnes que je connaissais absolument pas et que j'ai rencontrées au moment du tournage, et l'ensemble avec leur lot d'émotions, d'apprentissage, de va-et-vient, de gestion, d'organisation assez chargée. Après 48 heures de grisaille et de flotte à Saint-Étienne, à rester travailler dans la chambre d'hôtel et à sortir quasi uniquement pour les impératifs de tournage ou pour aller m'acheter à manger, j'ai clairement besoin de plein air et de trouver un coin sympa pour me ressourcer. Je quitte la ville suite aux 2 heures de tournage assez émouvant avec Ellie. D'ailleurs, si vous avez vu cet épisode, je pense que voilà, j'ai pas besoin de vous détailler davantage. Il est 16h30, il me semble, j'ai pas mangé depuis 8h du matin. Entre temps, il y a eu cette interview, je suis assez éprouvée par les émotions intenses, les 3 interviews des derniers jours et les charges mentales cumulées évidemment du projet. Bref, je suis pas loin franchement d'être en chaos technique / pilote automatique. Je dois repartir en van et trouver un endroit où passer la fin de journée et la nuit sereinement en van. Alors heureusement, pour contrebalancer un peu cette fatigue qu'aurait pu me laisser en PLS au bord de la route là, je suis quand même vachement, mine de rien, assez joyeuse en fait, déjà d'avoir rencontré Ellie, d'avoir eu la chance de l'écouter, de capter sa perception du militantisme, sa façon de faire, etc. Clairement voilà, ça me stimule quand même pas mal, ça me permet dans la voiture d'être encore à chaud là-dessus. Et après 1h30 de route à moitié en euphorie, à moitié en pilote automatique, j'arrive par hasard à Sainte-Croix-en-Jarret, donc toujours dans la Loire, où je trouve un cimetière en fait, un terrain de foot. Entre les deux, il y a un petit parking à son ombragé. Et là je me dis bon voilà, c'est nickel, en plus ça a l'air à peu près à plat pour le van, donc a priori c'est là que je dois me poser et c'est là que je vais me poser de toute manière parce que je suis éclatée. Et là en plus grand bonheur quoi, déjà c'était hyper verdoyant en fait, c'était vraiment, j'étais entourée de verre et ça faisait poumon un peu, c'est clairement ce dont j'avais besoin. En plus j'ai eu de la chance parce que le ciel s'est ouvert à ce moment-là, le soleil était arrivé, enfin vraiment j'avais le bon mood avec moi quoi, bon karma. Donc du vert, du soleil, du calme, un repas bien mérité. J'étais bien. Globalement, je me sens quand même plutôt heureuse et satisfaite du taf réalisé les jours précédents. Alors je sais qu'en France, on n'a pas trop l'habitude de parler comme ça et que c'est hyper mal vu, mais bon, on va pas se mentir, quand tu fais un projet aussi difficile, solo, sur la route, que tu galères à faire du réseautage et que tu gères l'intégralité de tout ce qu'il y a à gérer dans ce projet, franchement, c'est ultra important, primordial en fait, en tout cas pour moi, d'avoir des endroits de, où d'un coup je me sentais fière, je me sentais heureuse, je sentais que le projet avançait, que ça avait du sens, et puis surtout que d'autres aussi y trouvaient du sens. Et ce mélange d'excitation, d'enthousiasme et de fierté d'ailleurs à ce moment-là, clairement m'aider à porter le grand point d'interrogation qui m'a accompagné tout le mois d'août et qui concernait en fait à chaque fois la suite de l'aventure, à commencer par le lendemain qui était quand même souvent un gros point d'interrogation. De nouveau à ce moment-là en fait je ne sais pas du tout ne serait-ce que combien de temps je vais rester sur ce parking, je ne sais pas qui je vais rencontrer et où les jours suivants. Il faut savoir que d'une manière générale au mois d'août, les associations, leurs salariés, leurs bénévoles, notamment les assos LGBTQIA+, queer, féministes, etc. ont tendance à faire une pause tout à fait méritée donc pendant le mois d'août. Et en plus, à ce moment-là, donc il y avait cette crise sanitaire au milieu, la gestion politique était voilà ce qu'elle était quoi. Et du coup, il y avait quand même énormément de lieux qui étaient fermés. Et pour un projet qui est basé principalement sur le réseautage et la rencontre, franchement, ça a beaucoup compliqué l'ensemble du voyage. Bref. Donc après une nuit et le premier petit déj sur ce parking à Sainte-Croix-en-Jarret, donc je passe la journée à préparer la suite de l'aventure, définir qui je vais interviewer, quand, où et dans quelles conditions. J'en ai parlé précédemment, mais quand j'étais chez Lise et puis quand j'étais à l'hôtel à Saint-Étienne, malgré la conscience des assos fermés, j'avais quand même essayé en fait de chercher déjà des adresses et d'envoyer un maximum de mails à des associations en espérant qu'il y en ait au moins un petit peu qui feraient de la veille de mail au mois d'août. Et l'idée donc pour moi c'était de présenter le projet The World. Et à ce moment-là, en fait, je précisais que je cherchais en priorité des personnes lesbiennes de plus de 40 ans, en précisant pourquoi. Alors par chance, une des assos que j'avais contactées faisait une veille a priori pendant le mois d'août et fait passer mon message à Sandra qui me contacte à son tour. On échange quelques messages et rapidement en fait il y a une étape à Lyon où elle réside du coup qui se dessine. Après quand même pas mal d'indécisions je dois dire de mon côté. Je m'attarde pas plus sur cette mise en relation avec Sandra puisqu'elle revient dessus au cours de l'épisode.
En revanche, ce que je peux expliquer dans le cadre de ce projet, c'est que je ne tiens pas forcément à aller à Lyon ni dans une grande métropole, une grande ville d'une manière générale, dans le cadre de cette première saison, parce que pour moi c'est vraiment important pour la première saison de privilégier, d'offrir de participer à des personnes qui sont éloignées de l'opportunité de le faire et qui vivent des réalités moins visibles dans les médias et moins évidentes dans le quotidien en termes de lesbianisme. L'idée fondatrice de The Hell Road, c'est quand même d'essayer de rassembler des témoignages lesbiens différents et complémentaires pour nos imaginaires. Et je voulais pas non plus me contenter de recueillir que des vécus de 20-30 ans, qui sont par ailleurs les vécus majoritaires dans beaucoup de médias spécialisés. Et dans le cas de The Hell Road, après 10 interviews et plus de 2 mois sur la route, il y a une seule personne de plus de 40 ans qui avait accepté de témoigner. Donc après avoir acté la participation de Sandra et l'étape à venir à Lyon, je passe une autre nuit sur mon petit parking à élaborer la suite du projet, bosser des contenus pour les réseaux sociaux, faire un peu de sport, m'aérer l'esprit et retrouver mine de rien un rythme alimentaire. Et là, tu te dis, mais pourquoi elle précise ça? C'est aussi pour semer des petites graines pour des gens qui auront envie d'aller voyager. Il faut savoir que quand tu voyages en véhicule motorisé, en tout cas, et que tu es sans cesse en itinérance, dans mon cas à bosser assise, en fait, on perd très très vite sa condition physique et son équilibre alimentaire. Si je le précise en fait de temps en temps, c'est des petites graines aussi que je sème, que d'autres ont semées aussi à droite à gauche dans des projets que j'ai récoltés. Et du coup, voilà, c'est aussi pour vous éviter, pourquoi pas, des déconvenus et de vous inviter éventuellement d'entrée de jeu d'avoir une rigueur sur en tout cas ce qui est important pour vous. Faites du sport, mangez des fruits, des légumes, buvez de l'eau, faites le nécessaire quoi, pour faire des bons projets. On reprend ou je vous ai perdu définitivement là? Alors pour revenir à l'étape lyonnaise, comme dans la plupart des grandes villes de France, particulièrement en été, c'est quasi impossible de se poser sereinement, gratuitement, n'en parlons pas, en van en tout cas, ou avec un véhicule dit aménagé. Malgré tout, j'ai quand même cherché des solutions parce que je suis quelqu'un d'assez optimiste, je me dis toujours que je vais trouver un truc. Mais c'est vrai que ça a été hyper chronophage en fait, j'ai cherché sur des applis, sur des réseautage, j'ai demandé à des gens, de demander à des gens, etc. J'ai même essayé de trouver des jardins chez des gens avec des applis et tout. Bon voilà, j'ai rien trouvé, en même temps des jardins chez des gens à Lyon. Je suis pas sûre que ce soit les gens qui accueillent des Vinelifers, n'est-ce pas? Ou des Vinelifeuses, bref. Mais bon là, j'ai vraiment rien trouvé de concluant, j'ai même rien trouvé du tout en fait. Et de toute manière, il y avait un autre aspect qui rentrait en considération à ce moment-là, c'est qu'à nouveau, la météo annonçait 2 jours déglingués en mode grisaille ou pluie. Et comme d'hab, en fait, ça voulait dire que je perdais toute mon autonomie en van et que je pouvais ne serait-ce que pas recharger en fait les batteries de mes appareils vu que je dépendais d'un panneau solaire et donc de la luminosité du soleil. Du coup, faute de trouver des alternatives sereines pour moi, en tout cas, on va dire, je réserve à nouveau une chambre d'hôtel, histoire de garantir donc une sécurité pour le van, pour le matériel et pour moi. Alors sur ce coup-là, a priori, c'est clairement une phrase de privilégié de dire que j'ai pas du tout envie d'aller à l'hôtel, alors que ça faisait partie de mes prévisions financières du projet, que donc je pouvais me le permettre, ne serait-ce que ça. Mais c'est juste que vraiment, j'aime pas du tout me retrouver dans des situations, j'en sais rien, de relations hyper hiérarchisées, avec une multitude de codes sociaux hyper tranchés qui vont avec. Donc dans mon cas, tout ce qui est, j'en sais rien, bar, hôtel, resto, etc. Tout ça, c'est vraiment pas des trucs que j'affectionne. Et en plus, j'aime pas être enfermée d'une manière générale. Et vu le contexte en fait de mon état émotionnel à ce moment-là du projet, j'ai quand même beaucoup plus besoin d'être dans la nature, d'être dans du plein air et de me sentir un peu libre pour me ressourcer un minimum et continuer d'encaisser un maximum surtout. Bon après au final c'est cool, c'est que sur les 106 nuits de road trip au total, j'ai passé 5 nuits à l'hôtel, donc les 3 à Saint-Étienne et les 2 à Lyon. Ça va, on est large. Une fois que j'ai acté l'étape à Lyon, que j'ai réservé un hôtel, du coup vient le moment de quitter Sainte-Croix-en-Jarret. Et mine de rien, je suis assez stressée en fait à l'idée de me retrouver dans une si grande ville dans laquelle j'ai pas de repères, j'ai pas de contact. Mais malgré tout, je suis quand même hyper enthousiaste à l'idée de découvrir un peu Lyon déjà. Et puis de rencontrer Sandra. Et en plus, il s'avère qu'il y a peut-être une deuxième personne qui était OK pour témoigner. Reste à caler un timing, mais a priori, voilà, il y avait éventuellement 2 interviews à réaliser. Voilà, du coup c'est dans cet état d'esprit que je fais les 50 km qui séparent Sainte-Croix-en-Jarret de Lyon. Je fais une petite halte en cours de route pour remplir mes bidons d'eau et manger un petit bout là sur un coin d'autoroute et puis je trace directement à l'hôtel. Une fois le van vidé dans ma chambre après une bonne douche, je me dis que je vais partir faire un tour en ville, donc je fais un petit tour dans une librairie et derrière je me dis tiens je vais essayer de trouver un bar, j'en sais rien moi, LGBT, queer, féministe, lesbien, que sais-je. Et franchement je trouve absolument rien d'ouvert, mois d'août et restrictions sanitaires aidant. Seule, tellement marre d'être seule. Faute de mieux, je rentre à l'hôtel, je mange un bout sur la route et en rentrant surtout je prépare toutes les affaires pour le tournage du lendemain, je prépare mon petit cartable là, pour être opérationnel parce que j'ai rendez-vous à 9h chez Sandra.
Cette nuit-là, je dors pas de ouf, je me réveille à 6h30, histoire de prendre le temps de déjeuner, de me préparer, de me conditionner pour l'interview, de checker une dernière fois le trajet et prévoir large, surtout pour éviter le stress avant le tournage. Et là, t'as beau avoir tout préparé, si t'as le karma de la loose, t'as le karma de la loose. C'est le game. Et là, en mode première de la classe, hyper en avance, mon petit sac de matériel sur le dos, le smile, poum, je file au métro, j'achète mon ticket, tac tac, je me cale sur le banc. J'attends un peu, machin, un peu beaucoup, et puis là il se passe rien en fait, il n'y a pas de métro. Et d'un coup, petite annonce. Mesdames, messieurs, plus de métro jusqu'à nouvel ordre pour suite à blablabli, blablabli, blablabla. Aucune indication quoi, c'est genre démerde-toi quoi, là où t'es tu restes quoi, c'était un touriste, my case, démerde-toi quoi. Alors ce léger contretemps il met quand même un petit coup de pression, déjà parce que je m'apprête à être en retard, j'ai horreur de ça, et aussi parce que Sandra m'avait dit qu'elle avait un impératif en fin de matinée, donc c'est pourquoi on devait tourner à 9h, et du coup moi dans ma tête j'étais en mode merde, si là je trouve pas une solution, est-ce que l'interview va pouvoir avoir lieu, et en plus dans mon cas j'ai besoin d'être vraiment hyper concentrée avant une interview, surtout parce que je gère à la fois la technique, l'interview avec la personne, là c'est quelqu'un que je connais absolument pas, je connais même pas son visage, donc bref autant dire en tout cas moi à titre perso, quand je fais un tournage, j'ai vraiment besoin d'être ultra concentrée et en tout cas de me créer ma bulle. Et là, clairement, quand je me retrouve sans métro, je sais pas où, dans je sais pas quelle ville, ma bulle, elle a un peu tendance à être un peu flagada, quoi. Avant même de trouver une solution, du coup, j'envoie un message à Sandra parce qu'il est 8h45 et qu'on a rendez-vous à 9h. Je lui fais état de la situation, elle me dit que c'est ok de son côté, qu'elle gère au niveau du timing, c'est cool. Donc voilà, une fois que ça c'est géré, je trouve un bus qui est censé passer à quelques rues de là et m'amener dans le quartier de Sandra avec un passage prévu du bus 20 minutes plus tard. Donc me voilà reparti, le matos sur le dos, le GPS dans une main, le petit coup de rush dont je me serais volontiers passé et je file vers l'arrêt de bus. Et là, évidemment, il se met à pleuvoir, sinon c'est pas drôle. Et là, jamais 203 ou je sais pas quel adage flingué que t'as juste pas envie d'écouter à ce moment-là. Toujours est-il que j'arrive à l'arrêt de bus. J'attends, je check l'heure, les horaires, je vérifie et tout semble synchro, sauf qu'il n'y a pas de bus, évidemment. Donc le bus de 9h16 passe pas. J'envoie un message à Sandra et je commence quand même un peu à lui dire que autant je laisse béton parce que franchement j'en ai marre, je suis fatiguée, ça me saoule. Puis en plus j'ai pas envie de tourner une interview sous pression quoi. Ça fait 1 heure que j'ai quitté l'hôtel, je suis toujours quasiment au point zéro du départ en fait quoi, et en plus je suis option ramouillée quoi. Pépite. Donc là, évidemment, j'attends sous la flotte parce que c'est même pas un abribus, c'est un panneau avec une feuille de papier et des horaires qui correspondent à rien, quoi. Trêve de rigolade, j'essaie surtout de retrouver ma sérénité, un peu de calme et de machin, mais en fait, il y a tellement de trucs que je gère pas, il y a tellement de petits trucs là sur lesquels j'ai absolument pas la main. Pour moi qui suis contrôle fric, j'avoue qu'à ce moment-là, c'est un peu tendax quand même. Mais la magie quand même, à 9h30, il y a un double bus qui arrive, les portes s'ouvrent et là, il se passe rien, quoi. Je veux dire, les gens, ils sont tellement compactés là-dedans, je sais même pas s'ils pouvaient sortir du truc. C'est archi bondé, -2, je rentre même pas dedans. D'ailleurs, en temps normal, je serais même pas rentrée, j'aurais pas eu un impératif de tournage, laisse tomber, je rentrais pas là-dedans quoi. Là on se retrouve tous comme as, je me rappelle, il y a des gens, genre son sac qui s'était accroché au truc de la meuf, de machin, c'était n'importe quoi, c'était le Disneyland du n'importe quoi le truc. Et en plus évidemment on est en pleine pandémie, la moitié des gens portent pas de masque, moi je suis un peu comme ça avec mon masque en mode... Quand même encore un mois de tournage à gérer et des passages chez des gens et tout, donc quand même à faire très attention là-dessus, là je me retrouve au milieu de ça, j'étais en mode c'est trop. Et là finalement à 10h, donc j'ai 1 heure de retard, je me suis envoyé un ultra trail de bon matin là. En tout cas je finis par arriver chez Sandra, qui est vachement accueillante et tout, donc c'est cool, on se rencontre pour la toute première fois pour le tournage de cet épisode. La rencontre est assez évidente avec Sandra, je trouve qu'il y a beaucoup de politesse, il y a un grand respect mutuel. Je pense que l'une et l'autre, on a aussi senti une grande sensibilité de part et d'autre, donc il faut aussi composer avec ça. Et puis il y a aussi de toute manière une part de, je sais pas si c'est de la gêne, mais en tout cas il y a une pression qui est liée au contexte, à ce qui va se passer, au fait que le matin, voilà, ça avait été quand même un petit peu gentiment chaotique en tout cas. Et puis voilà, hein, une fois que tout ça, ça commence à s'établir et à se nouer, il est temps de se lancer dans le tournage de ce 11e épisode de la saison 1 de The World. Pour ma part, évidemment, je remercie Sandra qui a été là-dessus. Je pense que je sais pas en fait si elle aurait accepté ce tournage si j'avais pas été en galère en mode je cherche impérativement quelqu'un de plus de 40 ans. Enfin, voilà, j'ai l'impression que Sandra a vraiment eu à cœur de se convaincre sous couvert de son engagement militant, je pense, beaucoup, et ses convictions. Peut-être aussi par adelphité lesbienne par rapport à moi et au projet, j'en sais rien. Et en tout cas, j'apprécie vraiment à sa juste valeur parce que c'est vrai que toutes les personnes ne témoignent pas pour les mêmes raisons. Et là, c'est vrai qu'avec Sandra, je sentais qu'elle était tellement timide, pas forcément l'habitude de se mettre en avant, mais bon voilà, là aussi je vais pas trop spoiler, mais en tout cas, du coup ça m'a fait plaisir quand même à ce moment-là aussi de ressentir ça et de voir que des gens avaient
vraiment conscience de l'importance du projet, pas pour moi en fait, mais pour l'importance de véhiculer d'autres témoignages. Et ça, du coup, ça a été vraiment très très cool. Et je pense, voilà, ça nous a permis aussi de partir sur une super base solide. Et en tout cas, voilà, toujours est-il, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Sandra pour ta participation. C'était un super moment. Et puis, voilà. Arrivé là, il me reste à vous confier ma place aux côtés de Sandra. Et en même temps, je vais quand même vous montrer le petit spot du jour que je vous ai trouvé grâce à une pote qui m'a dit de venir là et que ça a déchiré. Et franchement, elle n'a pas menti. Je vous souhaite un bon épisode, un bon visionnage. Prenez soin de vous, prenez soin du témoignage de Sandra. N'hésitez pas à faire circuler tout ça. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures, un nouvel épisode. Ciao! Alors pour commencer, je vais te demander les pronoms que je vais utiliser avec toi. Je me considère non-binaire, mais on peut me dire il, elle, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Sandra, j'ai 43 ans, je suis à Lyon, mais je suis née à Mantua, dans l'Ain. Et je n'ai pas envie de parler de mon travail, parce que ce n'est pas la chose qui me passionne le plus. Je préfère dire que je suis passionnée de cinéma, de musique, je lis beaucoup aussi. Et je préfère rencontrer les gens comme ça. Chaque fois, c'est t'as quel âge, tu fais quoi dans la vie? Et je trouve ça horrible. Déjà, on te met dans une case où tu as des clichés par rapport au métier, et c'est pas ça la vie, quoi. On oublie tout ça, on n'est pas dans des cases, et je préfère te parler de ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te fait passionner, alors tu fais quoi dans la vie? Parce qu'après, j'en parle pas de mon boulot, j'en parle pendant une ligne, et après on passe à autre chose, en fait. Et du coup, c'est très limité, je trouve. Voilà. Est-ce que tu peux dresser un petit contexte social dans lequel tu as grandi et évolué jusqu'à aujourd'hui? Alors du coup, je viens d'une famille éclatée. J'ai pas eu de père, je le connais pas du tout. J'ai une mère, mais c'est pas elle qui m'a élevée, c'est ma grand-mère qui m'a élevée parce que ma mère est bancale. Donc, on vient ma grand-mère travaille dans une papeterie, donc c'est milieu ouvrier, mon grand-père aussi. Donc ma mère était au chômage. Donc voilà. Après, moi, j'ai voulu un peu sortir de tout ce contexte, donc j'ai fait des études. Puis j'étais déjà passionnée par les livres, donc j'ai fait littéraire après spécialité maths. Je suis venue à Lyon pour faire mes études. Et je ne suis plus jamais repartie parce que j'adore cette ville. Puis aussi parce que ça me permettait de vivre mon orientation amoureuse que je ne pouvais pas dans l'Ain, parce que je viens de l'Ain, justement, de la campagne. Et on ne parlait pas du tout... l'homosexualité, on n'en parlait pas du tout. J'avais aucun exemple, hormis Amélie Mauresmo à la télé ou des conneries comme ça, ou dans des séries. donc voilà. À quel moment tu identifies tes premiers émois lesbiens, ou en tout cas les premières fois où tu as ressenti quelque chose pour une fille ou une femme? Alors, je pense que depuis le bac à sable, je sais que je suis lesbienne. J'ai pas envie de dire que j'étais déjà un garçon manqué, parce qu'on n'a rien manqué. C'est pas... Je pense que déjà, les questions de genre, ça me travaillait peut-être, sans le savoir, sans le conscientiser, parce que je l'ai conscientisé bien après, je pense, depuis 3-4 ans. Mais vraiment, on est déjà le banc à sable, je me souvenais que oui, déjà les filles et tout, et c'était plutôt en primaire, du coup, où je kiffais déjà j'étais à fond déjà sur une de mes copines, que j'étais tout le temps en train de penser à elle et tout, et pour moi c'était clairement déjà identifié, mais je mettais pas les mots dessus, et j'en parlais pas encore avec je parlais pas avec ma famille, ma grand-mère en tout cas, et j'en parlais pas non plus avec mes amis. Ça, j'ai mis plutôt en parler au niveau du lycée, où là vraiment j'ai pu en parler, et puis c'était ok. Ce qui n'était pas ok, c'est que tout le monde le sache, par contre, parce que quand tu vis dans la campagne, en milieu de rugbyman en plus, Lionel, tout ça, et voilà, c'est un peu plus compliqué. Et puis pour vivre ton attention amoureuse dans la campagne, t'as pas de possibilité. Enfin, il n'y avait pas Internet à mon époque, il n'y avait pas tout ça. C'était plutôt dans Lesbia Magazine, les petites annonces. Voilà. Okay. Ouais. Tu as utilisé le terme, si je ne me trompe pas, de intuition amoureuse. Ah, j'ai dit intuition. Ouais. J'ai dû te dire orientation, j'ai dit intuition, peut-être. Ah, peut-être. Ouais. Je sais pas, mais en tout cas, je trouvais ça mignon. Oui, c'est mignon. Et du coup, je me demandais, est-ce que tu arrives, avec le recul, à identifier, en fait, comment ça se manifestait, en fait, quand tu dis, tu vois, tu avais une copine que tu aimais bien en primaire et tout, est-ce que tu arrives à préciser comment ça se manifestait? Ce que je ressentais? Tu captais que c'était différent, par exemple, avec d'autres copines. Oui, ok.
putain, ça va être chaud ça. Peut-être parce que c'est plus de l'ordre des sentiments amoureux justement que c'était oui je l'aimais plus c'est pas je l'aimais bien, j'aime bien être avec toi ou voilà, c'était vraiment, je sentais que c'était plutôt des sentiments amoureux et j'étais déjà très attirée par les filles. Oui, là c'était ça va pas te gêner le bruit. Ouais. Ça devrait. Ouais. Mais ouais, c'était plus du sentiment amoureux, c'était pas de l'amitié. Pour moi, c'était clair et c'était très dispatché dans ma tête. Et je le savais, ou peut-être comme tu dis, une intuition, peut-être de le savoir. Enfin, comme je l'ai dit, apparemment, j'ai dit une intuition amoureuse. Ça nous changerait de l'orientation amoureuse. Mais oui, peut-être l'intuition de le savoir, mais de peut-être pas le conscientiser aussi et de pas savoir mettre les mots parce que je savais pas que ça pouvait exister. Enfin, si, parce que j'existais. En tout cas, mes sentiments existaient, mais je pouvais pas mettre de mots dessus encore. J'avais pas encore intégré que. Et puis dans ma famille, on n'en parlait pas du tout. Même de la sexualité ou autre, on ne parlait pas du tout de ça. Par rapport à ça, du coup, est-ce que tu avais déjà entendu des propos homophobes, lesbophobes, transphobes, etc. Ou tu parlais d'un milieu de rugbyman, alors sans stigmatiser les rugbyman. Mais moi aussi, j'ai pas envie de stigmatiser, mais en fait, c'est vraiment, c'était très cliché, tu sais. La campagne, c'est quand même très cliché. Moi aussi, j'ai pas envie de stigmatiser les rugbyman, j'ai pas envie de stigmatiser personne, mais en fait, c'est clairement, c'était que des mecs cis, dominants, qui forcément, t'es une petite fiotte, t'es un petit PD ou t'es ci. Mais j'ai plutôt entendu ça. La transidentité, j'ai pas envie de dire transsexualité. Je savais pas ce que c'était avant d'être sur Lyon. Tu vois, je n'avais jamais entendu avant ce mot avant d'être sur Lyon. Et après, peut-être parce que je suis l'ancienne génération, ça se voyait pas, on n'en parlait pas encore. Et pourtant, maintenant que je suis bien sur le militantisme, Marsha P. Johnson, qui a quand même créé la marche, donc, qui est quand même une personne travailleuse du sexe et transsexuelle, du coup. Ouais. Mais c'était plutôt des insultes comme ça, mais j'ai jamais trop entendu. En tout cas, à mon égard, non, parce qu'en fait, j'en parlais avec mes copines, mais on n'en parlait pas ailleurs. C'était quand même beaucoup plus compliqué, je trouve, que quand je suis arrivée à la fac. Est-ce que tu peux plus globalement, du coup, présenter un petit peu l'enfant, l'ado que tu as été? Alors, j'étais un enfant très solitaire, parce que déjà je suis une fille unique, donc je m'occupais toute seule. Moi, c'est vrai que j'avais que des voitures, que des G.I. Joe, des Action Men. Les Barbie, je n'en voulais pas. Après, j'ai eu de la chance, du coup, on m'a acheté tout ce que je voulais en jouets, tout ça. J'avais tout ce que je voulais. On n'avait pas de stéréotypes là-dessus. Mais c'est vrai que j'étais plutôt... pas bagarreuse, mais ouais, j'aimais bien construire des trucs, des cabanes, ou bricoler du bois, ou... ce que je continue à faire, parce que j'ai une bibliothèque en palette. Finalement, je me suis retrouvée, l'enfant perdu, il est là. Mais ouais, j'étais très solitaire. Après, j'ai mis très longtemps à m'ouvrir aux autres parce que j'avais des problèmes à la maison. Ma mère étant bancale et je choisissais aussi des mecs. J'ai eu un très mauvais... J'ai pas envie de dire que ça fait quelqu'un de moi de lesbienne. Je n'ai pas réponse là-dessus, mais j'ai pas eu des modèles parentaux de père, en tout cas. Elle sortait avec des mecs très violents les uns avec les autres, enfin plus violents les uns des autres, et du coup j'ai pas la haine des hommes, du coup, clairement pas, mais je me suis toujours interrogée de savoir est-ce que j'ai été élevée dans un milieu de femmes, du coup. Mon grand-père est mort quand je suis jeune à 7 ans, et du coup j'ai été élevée qu'avec 2 femmes, ma grand-mère et ma mère. Est-ce que ça a influencé ma sexualité? Je sais pas. Mon orientation amoureuse, je veux pas dire sexualité. Est-ce que tu as eu des activités culturelles ou sportives en dehors de ta scolarité? Dehors petite, non. Ma mère m'a mis en école privée, catho. J'ai jamais compris ça d'ailleurs, parce qu'on n'est pas du tout une famille catholique. On n'est pas du tout religion, tout ça. Et du coup, j'avais du catéchisme tous les samedis matins. C'était passionnant. J'avais la prière tous les matins aussi, mais je faisais du playback, du coup, parce que c'était horrible. Genre, tu faisais ton... je ne me souviens même plus des prières, mais tous les matins en classe, on devait dire la prière avec la prière affichée au tableau. Et du coup, moi, je faisais du playback. Je disais, mais c'est déjà un truc, on te met déjà une pression et tu ne peux pas choisir. Après, c'est parce qu'on a déménagé, il n'y avait peut-être plus de place dans les écoles et je pense qu'elle m'a mis un peu où elle pouvait. Et du coup, je n'avais pas d'activité hormis ça.
Ma mère a jamais voulu m'inscrire dans des activités hautes parce que c'est une mère très possessive, donc tu restes à la maison, tu restes avec moi, et tu seras toujours avec moi. Donc du coup, non. Même ma tante, je me souviens, voulait m'inscrire au judo, ma mère ne voulait pas. C'était vraiment non. Donc je faisais du vélo ou je squattais, voilà, c'était juste ça. Mais j'ai jamais été inscrite vraiment. Après, les activités culturelles sont arrivées plutôt quand je suis arrivée sur Lyon, quand j'étais à la fac. Je me suis pas mise tout de suite dans des associations. Et après, si, mais c'était plutôt pour faire du bar, des activités culturelles, voilà, dans les concerts, le cinéma, aussi des festivals de cinéma. Après, je suis devenue responsable de bar bénévole dans une salle de concert, et voilà. Mais ouais, j'ai pas. Après, j'ai fait un atelier cinéma aussi pendant 3 ans, mais c'était là dernièrement. On va y revenir Ouais. de toute manière. Et si j'oublie, tu seras à temps de. Ouais. Ou pas, hein, c'est parce que. Si, c'est intéressant. Non, parce que alors là, la caméra, j'ai pas du tout la manier. Est-ce que tu as eu l'occasion d'avoir des relations avec une fille-femme, tu vois, dans le contexte en tout cas écologique Ouais. Et est-ce que, du coup, ce contexte a influencé le fait que tu ne puisses pas le vivre? Non, je pense que c'est pas du tout ça qui m'a empêché de le vivre parce que du coup la religion je m'en foutais, clairement. J'étais à l'école, j'adorais ça, parce que ça m'échappait de mon quotidien, ça m'échappait de ma mère et tout ce qui se passait à la maison. Donc du coup j'étais très très bonne élève, je me suis jetée dans les études pour oublier, clairement. Et puis pour pas être comme elle, j'aime pas dire ça mais c'est une réalité. Je voulais m'élever, j'ai pas envie de dire ça non plus, et je voulais pas être médiocre comme elle. Je sais c'est un jugement sur ma mère mais je l'aime pas, clairement. Elle m'a fait vivre l'enfer. Et ma mère, c'est pas elle, c'est ma grand-mère. Et elle m'a expliqué toutes mes valeurs et mes principes. Sois autonome, sois indépendante. Et ne dépends de personne. Et surtout, fais ce que t'aimes, quoi. Ce qui m'a empêchée, je pense, c'est vraiment d'être à la campagne. De ne pas avoir d'occasion, en fait. Ou peut-être que j'ai rencontré des je ne peux pas dire que j'ai pas rencontré des filles, mais par contre, il n'y a jamais eu la rencontre amoureuse. Il a fallu vraiment que j'arrive sur Lyon pour pouvoir vivre mon orientation amoureuse. J'allais dire sexualité encore. On déconstruit. C'est long la déconstruction, parce que même là, j'arrête pas de le dire, alors que j'arrête pas de... Du coup, à quel moment tu vis ta première relation avec une femme? Du coup, j'ai vécu ma première relation quand je suis à ma première année de fac. Avec une fille qui était étudiante avec moi. Voilà. On était dans la même session. Donc voilà. On commençait à se voir en dehors et ouais, j'ai vécu ma première relation amoureuse avec elle. C'était une révélation parce que moi j'attendais que ça en fait. Quand je suis arrivée sur Lyon, j'ai fait toutes les associations, tous les bars lesbiens, tous les bars homo, j'y étais parce que je me suis dit enfin rencontrer des personnes comme moi. Et même si quand j'étais jeune, j'avais comme je disais tout à l'heure, Amélie Mauresmo ou dans les séries on commençait un petit peu. Et déjà, je titillais déjà ma grand-mère là-dessus. J'étais complètement dessus, j'étais en mode complètement fanatique. Et je commençais déjà à titiller là-dessus, on commençait à parler de ça. Mais ouais, c'était vraiment ma première année de fac, du coup, c'est quand j'avais 19 ans, 20 ans. Première relation amoureuse. Ouais, je suis pas précoce, moi je suis très en retard. Et du coup, tu as eu l'occasion d'en parler avec ta grand-mère? Alors oui, j'en ai parlé, mais sans parler. Je lui ai laissé une lettre. J'en ai pas parlé tout de suite, parce qu'elle voyait que j'étais malheureuse, elle comprenait pas pourquoi. Donc j'arrivais pas à lui dire. Et du coup, un jour, quand je rentrais le week-end, je faisais des allers-retours encore, je passais des week-ends chez elle et après je revenais sur Lyon quand je faisais mes études. Et un jour, je suis montée dans le train, je dis écoute, t'as une lettre posée dans le salon, passe une bonne semaine. Et elle a mis 3 jours et elle m'a appelée pour m'en parler, me dire non mais c'est ok en fait, il n'y a pas de souci, moi tout ce que je veux c'est que tu sois heureuse, on s'en fout. Voilà, j'ai emmené 2 copines, je n'ai pas emmené beaucoup, mais alors elle, c'est complètement ok, il n'y a aucun tabou là-dessus. J'ai la grand-mère la plus queer de la Terre, c'est ce que je dis toujours. Déjà entre soit autonome, soit indépendante et ne dépend de personne, surtout pas d'un mec. Mais voilà, c'est mon grand modèle, ma grand-mère. Quand tu es arrivée à Lyon, tu as cherché des lieux, des endroits. Est-ce que tu peux raconter un petit peu ce milieu à Lyon? Pas tout de suite. Après, il y avait le fait aussi, moi, d'arriver dans une nouvelle ville. Il fallait déjà que je m'adapte, parce que quand tu viens de la campagne, déjà, tu ne savais pas ce que c'était un métro, donc ni un bus, ni rien. Il fallait déjà que je me repère là-dessus. Après, je me suis dit, maintenant, il faut que tu sortes, il faut que tu rencontres des personnes et tout. Donc, j'ai commencé à chercher les bars. Il y avait le Village, je crois, l'échiquier. C'était une boîte.
Après, il y avait Harris, c'était une association qui existe encore, mais maintenant c'est le centre LGBT, qui y a plus. Et ouais, du coup, j'allais à Harris. Après, j'ai rencontré un ami en travaillant aussi. Du coup, on sortait souvent ensemble. Mon meilleur ami, d'ailleurs, maintenant, c'est mon meilleur ami. On faisait toutes les soirées boom d'Harris et tout ça. Et ouais. Non. Non, après, c'était la lecture aussi, moi, qui m'a fait prendre conscience. Nina Bouraoui m'a accompagnée dès que je suis arrivée à la fac. J'ai lu beaucoup Nina Bouraoui et c'est là-dessus, avant de vivre ma première relation amoureuse, j'ai lu ça et je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'ai pas lu ça avant? Pourquoi je lisais Têtu avant et Lesbien, mais c'était pas la même chose parce qu'elle raconte vraiment, elle, ses émois aussi. Puis en plus, elle, c'est une déconstruction totale entre ça plus une famille algérienne. Donc, c'était surtout mes lectures, oui, après. Parce que tout à l'heure aussi, tu disais, Internet, c'était pas ce oui, que c'est aujourd'hui. ça Et tu avais une vingtaine d'années, c'est ça, en arrivant à Lyon? Je suis arrivée à Lyon, j'avais 19 ans. 19 ans, voilà. Et du coup, donc on a bien compris que tu avais donc, la partie trouver des lieux, etc. Mais après, en termes de références, est-ce que déjà tu avais besoin de trouver des références? Même maintenant. Si oui, où est-ce que tu allais les chercher à l'époque? Oui, non, mais ouais. Aujourd'hui. Après, oui, j'ai eu ma phase Mauresmo, mais après, je suis passée à autre chose. Mauresmo, mais après, on passe à autre chose. Mais après, comme je suis fan de cinéma, les références, je les trouvais aussi dans les séries et dans les films. Tu vois, c'est là les premiers films lesbiens que j'ai vus, iCarly, Boone, et ça a été mes premières références. Willow et Tara aussi dans Buffy. On parlait de Buffy contre les vampires. J'ai tous les DVD, je suis fan. Mais ça permettait de voir qu'en fait, il y a des choses qui sont possibles et que toi, que j'avais pas osé faire. Et les séries, et puis maintenant, les jeunes, je pense qu'ils ont vraiment de la chance là-dessus. C'est beaucoup plus simple pour eux que pour quand tu as 40 ans, qu'à l'époque où moi j'étais, c'était encore un peu tabou. Enfin, la campagne, c'était tabou. Maintenant, je pense que c'est plus du tout tabou. Mais à mon époque, c'était complètement tabou. Mais ouais, les séries, les livres. Après, d'autres références. Des pentes, beaucoup plus tard. Parce qu'après, j'ai déconstruit d'autres choses. Je suis devenue queer entre-temps. Et du coup, j'ai déconstruit pas mal de choses, ouais. Et ouais, des pontes. Parce que du coup, pardon, je me permets, du coup, à l'époque, comment, entre vous, par exemple, est-ce qu'il y avait ce truc de se filer des références, des bouquins? Non, du tout. Parce que je traînais pas trop avec des filles lesbiennes, finalement. Je trouve que c'est trop compliqué. C'est trop ambigu. Donc, j'ai plein de copains. Et non, on se donnait pas trop de références. On vivait plutôt les choses qu'on avait à vivre. Mais pas Après, là, je les prenais, les références. Après, il y a eu Internet, donc je les prenais sur Internet, YouTube. Voilà, c'était... Mais non, après, ouais, Têtu, c'était quand même une mine, je trouve, pour la culture, parce que ça donnait plein de livres, de tips sur les livres et tout ça. Après, on avait une librairie à Lyon qui n'existe plus, qui était que LGBT. Tu as parlé furtivement d'Amélie Mauresmo. Est-ce que du coup tu peux en parler un peu plus, ce que ça t'a fait? Est-ce que c'était ta première référence? Je pense que oui, c'était vraiment ma première référence parce qu'elle a fait son coming out en plus. Ça fait un pataquès pas possible. J'avais jamais autant entendu parler d'elle et même fait des couvertures de Paris Match ou dans l'équipe, il y avait clairement... On parlait que de son orientation amoureuse, mais on ne parlait plus de son sport. C'était vraiment Amélie Mauresmo, la figure lesbienne et tout. Alors que je pense qu'il y en avait d'autres, mais que je ne connaissais pas. Mais ouais, c'était... Ouais. Puis on la voyait... Du coup, je regardais tous les matchs, alors que je déteste le sport à la télé. Et dès que sa copine apparaissait dans les tribunes, j'étais là, c'est trop beau. Mais ouais, c'était ça. Je ne pense pas que j'en ai eu d'autres à cette époque-là. Ouais. Après, oui, mais pas... Ouais. Tu en as eu d'autres par la suite, du coup, est-ce que tu veux les évoquer? Les autres, après, non, mais après, j'ai l'impression d'être une éternelle ado qui a toujours des références, genre, je sais pas, Willow et Tara, je disais, le premier, qui s'assumait. En plus, c'était assez drôle parce que dans la série, elle a changé son orientation amoureuse, elle a fait son coming out, tout ça. T'avais comment ses amis le prenaient, je trouvais ça assez intéressant quand même de l'intégrer dans une série pour les jeunes, parce que je pense que c'est une des premières séries qui en a parlé. Ou pas, non, peut-être pas la première série quand même, parce qu'il y avait les Chroniques de San Francisco bien avant. Mais je connaissais pas encore. J'avais encore pas ma culture LGBT. Et après d'autres...
Même maintenant, tu vois, je racontais hier soir à mes copains que je viens de découvrir qu'en Allemagne, il y a Princess Charming. Ouais, et ben, c'est une sorte de... C'est une télé-réalité où tu as une personne lesbienne et tu as 20 candidats pour genre l'amour est dans le pré, quoi. Mais en mode avec des personnes lesbiennes non binaires. Et je sais, mais en Allemagne, ça existait pas encore en France, tu vois, c'était en mode... Du coup, j'étais à fond, je regardais toutes les vidéos sur YouTube. Du coup, tu évoques à nouveau donc, la non-binarité. Est-ce que tu as envie d'aborder le sujet, savoir bien sûr. à quel moment du coup, tu as eu ces questionnements Ouais, du coup, le genre, ça fait 5 ans que ça me travaille. Et du coup, je me considère non-binaire parce que c'est vrai que j'arrive pas à me considérer ni femme ni homme. Je suis un être humain, en fait. Avec tout ce que complexité que ça implique. Et de sensibilité, surtout. Et je trouve que c'est vraiment ça qui va déconstruire l'hétéropatriarcat. Parce qu'on est quand même dominé par, depuis des années par les hommes, les cis blancs. Je suis une cis blanche, hein, mais je pense qu'il faut qu'on sorte de toutes ces cases, et c'est pour ça que je me considère queer non-binaire, parce que du coup, pour moi, le queer, c'est vraiment me refuser de rentrer dans la case de cocher femme, homme, refuser de dire que je suis lesbienne ou autre. Enfin, c'est refuser les étiquettes. On est avant tout des êtres humains et on se rend compte comme ça. Et en fait, à partir du moment où il n'y aura plus de différence et qu'il n'y aura plus de genre, il n'y aura plus rien, plus d'orientation amoureuse différente. Parce que non, en fait, j'aime comme tout le monde. Et j'ai pas à me justifier de ça, mais la société nous met dans des cases et nous force à nous justifier, à nous mettre dans des cases. Et ça, je veux plus, quoi. Et je pense que c'est vraiment ça qui va faire que la nouvelle génération, j'espère en tout cas. Est-ce que tu as fait ton coming out? Alors, tu l'as fait avec ta grand-mère. Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes avec qui tu l'as fait et comment ça s'est passé? Et aussi, du coup, si tu peux aborder ton coming out non-binaire, je ne sais pas si on peut dire comme ça. Alors, du coup, oui, j'ai fait d'autres coming out, déjà au lycée, mais ça, c'était plutôt OK. Ça a été plus compliqué quand je suis arrivée à la fac. Je ne sais pas pourquoi, je me suis mis un truc... J'avais ma meilleure amie que je voyais tout le temps et je lui disais clairement pas que je sortais avec une fille, qu'elle me voyait elle aussi malheureuse, ne comprenait pas. Mais parce que j'avais trop peur comme on passait beaucoup de temps ensemble, qu'elle croie que j'étais amoureuse d'elle ou que tout de suite ça crée un barrage, non, tu me dragues, ou il y avait toujours ce côté-là. Et du coup, c'était très compliqué de lui dire. Bon, j'ai fini par lui dire. Après, tout était OK finalement. Et maintenant, je m'en fous. Je fais plus de coming out. Si quelqu'un me demande, je réponds. Mais coming out non-binaire, non. Par contre, j'ai pas fait de coming out non-binaire. J'ai commencé à me considérer non-binaire et j'ai commencé à en parler, c'est tout. C'était fluide. Ouais, on va devoir rentrer chez moi. C'était prévu, hein, t'avais raison finalement. Du coup, pour précision, c'est rapatrié à l'intérieur parce qu'il pleut vraiment fort dehors. Voilà, ça c'est un petit détail de pourquoi on a changé de paysage. J'ai envie de te demander en fait si tu te considères comme militante, bien que a priori on a la réponse déjà depuis tout à l'heure, et comment tu définis un peu militer de manière générale. Alors oui, je me considère militante. J'ai commencé à... Pour moi, militer, ça va être compliqué. Non, ça va pas être compliqué. On est comme tout le monde. On n'a pas à être étiqueté autre et on n'a pas les mêmes droits que tout le monde et c'est ça qui me dérange. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, quand il y a eu le mariage pour tous, toute cette violence, cette agressivité, alors que la seule chose que je demande, c'est les mêmes droits que vous et vous les avez depuis... Enfin, vous, c'est un privilège en fait que moi j'ai pas. Et du coup, je considère citoyenne, même si je me considère plus anarchiste. Mais je suis quand même citoyenne et je pense que j'ai les mêmes droits humains que tout le monde, surtout de me marier, même si j'ai pas envie de me marier. Mais et c'est là que j'ai commencé à militer, à me dire, à faire les manifs, à dire non, en fait, moi je veux les mêmes droits que tout le monde, donc je suis là. Après, j'ai fait des manifs contre les identitaires aussi. Et après, toutes les injustices qui peuvent exister, ou tout le gouvernement, tout ce qu'il essaye de nous faire passer. Et là, les manifs. Après, il y a 4 ans, il y a eu Orlando. C'était il y a 5 ans plutôt, Orlando, je crois. Et là, ça m'a beaucoup questionnée. Et il y avait beaucoup d'agressivité et d'agression sur Lyon aussi contre les LGBT, qu'il y a plus. Ouais.
Pardon, est-ce que tu peux préciser par rapport à Orlando, du coup, pour les personnes qui ne seraient pas... Orlando, en fait, c'est un attentat qui a eu lieu dans une boîte gay aux États-Unis. Donc il y a eu beaucoup de morts, 17 je crois, je me souviens plus très bien. Et là, du coup, SOS Homophobie a fait une action, un rassemblement à l'hôtel de ville de Lyon. Et j'y suis allée, mais j'avais déjà plein de copains qui faisaient partie des SOS Homophobie. Et c'est là que je me suis dit, en fait, je vais intégrer SOS Homophobie parce que c'est de la visibilité. J'ai dit, je portais le t-shirt aussi pour la visibilité aujourd'hui. Et on fait des interventions en milieu scolaire. Et je pense que la déconstruction, elle commence là. Parce que moi, si j'aurais eu une intervention en milieu scolaire, on m'aurait parlé d'orientation amoureuse différente au collège, où ça m'aurait beaucoup aidée, je pense. Et je me suis dit, mais il y a le monde des possibles, pourquoi moi je ne l'ai pas? Et du coup, j'ai intégré SOS il y a 3 ans. Et puis maintenant, je suis référente culturelle à SOS Homophobie, parce qu'il y a de la visibilité aussi dans tout ce qui est culture, que ça soit concert ou le théâtre. Quand il y a des pièces qui concernent le militantisme ou qui sont j'essaye de nous positionner dessus, qu'on ait un stand et un bord de scène, qu'on puisse débattre avec le public, ou pour les films aussi. Comment tu définirais le terme de communauté, en tout cas, pour toi, ce que ça représente? Est-ce que tu te ressens d'une ou de plusieurs communautés? Et si tu peux en parler. Je déteste le mot communauté. Je déteste vraiment ce mot parce que justement, c'est encore nous mettre à part. Mais clairement, on fait partie d'une communauté LGBTQIA+. Moi, du coup, je me considère lesbienne, queer, non-binaire. Mais bien sûr, c'est une communauté, on se retrouve, mais le mot communauté me dérange parce que je trouve qu'on se ghettoise, j'aime pas ce terme non plus, mais en fait, on se met nous-mêmes à part de la société en disant communauté, je trouve. Et moi, ce que je veux, c'est du vivre ensemble. Et pas faire société, mais du vivre ensemble. Et dans la bienveillance et le respect de tout le monde. Et que tout le monde ait le droit d'exister. Pour chatouiller un peu un petit peu de ce côté-là, tu vois, les communautés, du coup, ça peut être aussi, très vaste, je veux dire, et puis tu peux aussi te ressentir, je sais pas, d'une communauté sportive ou d'une communauté culturelle, etc. En cinéphile, du coup. Du coup, est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu as d'autres communautés? Et du coup, est-ce que c'est particulièrement la communauté LGBTQIA+, qui te met un petit peu mal à l'aise, en tout cas par rapport à ce terme-là? Non, c'est pas la communauté qui me met à l'aise. Après, franchement, je traîne qu'avec des copains gays, donc ça me met pas du tout à l'aise. C'est vraiment que le terme communauté qui me met mal à l'aise. Moi, c'est voilà. Après, oui, je suis cinéphile, donc je fréquente des gens qui adorent le cinéma et tout ça. Je ne fréquente pas que des LGBTQIA+, heureusement. Ma meilleure amie est hétéro, mais elle est plus queer que moi, me fait rire. Elle est plus au fait que moi, des fois. Mais ouais, c'est juste ce terme communauté, c'est... je sais pas comment dire. Il n'y a pas de... Pourtant, si, oui, il y a la communauté, enfin, tout le monde... Après, ça permet aussi de libérer la parole, je trouve, la communauté, que tu peux pas avoir ailleurs. Donc forcément, on se retrouve soit dans des débats ou dans des conférences au centre LGBT ou ailleurs, où on peut parler de certaines choses qu'on ne parlerait pas avec d'autres personnes présentes. Et encore, des fois, je trouve que c'est compliqué. Parce que quand il y a des cis gays, ils essayent de dominer aussi la parole et c'est un peu compliqué de parler. Est-ce que tu as déjà vécu, par exemple, des lieux de réunion, de conférences ou autres, en non-mixité ou en mixité choisie? Et pareil, comment tu te positionnes par rapport à ça? Ce que tu penses de cette réalité? Alors, j'ai pas fait de réunion non-mixité parce que ça me dérange, la non-mixité aussi. Mais après, je conçois que ça aide certaines personnes par rapport au fait qu'ils puissent parler de certaines choses qu'ils ne parleraient pas devant d'autres personnes, enfin, les personnes trans par contre. Il y a quand même beaucoup de transphobie, beaucoup trop en ce moment, je trouve. Et ça m'interroge beaucoup aussi parce que c'est vrai que j'ai appris à leur contact, à changer les termes, à demander les pronoms, à mieux m'adresser et de ne pas faire d'impasse, pas d'ennemis. Et non, du coup, j'ai pas fait de réunion non mixité, vraiment, je fais que des réunions mixtes. Ouais. Parce que moi, je me sens peut-être pas à l'aise d'aller dans une réunion non mixte.
J'aurais peur de ne pas avoir les termes ou d'être rejetée, je pense. Par rapport à ça, une forme d'appréhension en fait, de se retrouver dans des contextes où on pourrait être maladroit, ou blesser des gens, c'est quelque chose qui revient au cours des interviews. Et du coup, j'ai l'impression aussi que, du coup, qu'il y a des personnes un peu qui s'interdisent en fait, d'aller dans certaines sphères parce qu'il y a cette crainte de blesser ou de ne pas utiliser les bons termes, etc. C'est pas vraiment que je me l'interdis, parce que du coup, je connais des personnes trans, j'ai des amis qui en sont, mais de toute façon, je fais toujours attention parce que je me dis, mais merde, tu fais une connerie de pronom ou de prénom, enfin, tu blesses, enfin, clairement, tu la considères pas, quoi, tu la prends pas en considération et ça, c'est horrible pour eux, quoi. Et donc, c'est juste vraiment de l'appréhension. En fait, c'est surtout sur les féministes, les réunions non-mixité féministes qui me font peur, vraiment. C'est pas les autres. Oui, après, il y aurait les maladresses et. J'ai déjà eu des conflits avec des personnes féministes, donc du coup je fais attention et du coup j'ai peur d'y aller. Ouais. Est-ce que tu peux préciser justement par rapport aux sphères féministes, en tout cas dans lesquelles tu as gravité ou eu l'occasion de passer, et qu'est-ce qui te... Et par exemple si tu as en tête les sujets de désaccord du coup qui t'ont mis dans une forme d'inconfort par rapport à ça. Et d'ailleurs, peut-être avant, excuse-moi, est-ce que du coup tu te considères féministe Je vais dire oui, mais oui, je me considère féministe, bien sûr, parce que faut quand même lutter contre le patriarcat. Enfin, en tout cas, le brûler, je sais pas. Mais oui, du coup, oui, je me considère féministe. Mais c'est vrai que j'ai eu à partir du moment où je me considérais pas... où j'ai dit, non, il y a des choses qui me gênent, c'était à une soirée. J'avais plus droit à la parole, en fait. Il y a eu un conflit avec des personnes extérieures et j'ai dit non, en fait, ça s'est passé comme ça. Elle m'a dit non, mais toi, t'as pas le droit de parler parce que t'es pas féministe ou t'es pas si. Donc ta parole, elle vaut rien, quoi. Donc je dis, mais en fait, j'ai vécu l'événement, j'ai vécu comme vous l'événement, mais pourquoi ma parole n'est pas entendable Ouais. C'est un événement récent ou... Non, c'était de 3 ans, ouais. 3 ans, ouais, 4 ans peut-être même. Du coup, est-ce que tu as regagné en légitimité, notamment par rapport à ces sphères-là ou... Non. Moi, ma légitimité, je la cherche pas dans ces sphères-là. Je la cherche déjà avec moi-même. Si déjà je suis en accord avec moi-même et avec qui je suis, c'est déjà bien. Et je suis légitime, je pense. C'est peut-être elle qui me pense peut-être pas légitime, mais la question de légitimité, c'est compliqué, je trouve aussi. Vaste sujet. Oui, clairement. Est-ce que tu as déjà vécu des situations sexistes, lesbophobes, ou que ce soit dans le monde du travail, dans ta scolarité, dans la rue, tu vois Je me suis déjà fait emmerder par des filles dans le bus. J'ai aussi un chauffeur de bus qui nous avait interpellé une fois avec mon ex aussi. J'ai pas eu le réflexe et après j'étais pas encore armée et assez militante ou pas, j'avais encore pas assez les outils de prendre le numéro de bus et tout ça pour porter plainte ou... Un mec m'a déjà poussée dans la rue en me traitant de sale lesbienne aussi. Mais ouais. Après, sur les filles, non, j'ai vraiment plus eu d'insultes. Là, j'ai des cheveux, mais d'habitude j'ai le crâne rasé. Donc je me suis fait beaucoup emmerder. Soit on me prenait pour une skinhead, du coup, forcément je suis génération identitaire, mais non. Et aussi, je suis tatouée, j'interpelle beaucoup. Ça interpelle. Tout de suite, on met une sexualité. T'as le crâne rasé et tout, forcément, t'es lesbienne, donc t'es dans le cliché. Bon, c'est vrai que je suis un cliché quand même. Mais je suis un stéréotype. Mais du coup, ça crée des agressions. Ouais. Tout de suite, ça... J'ai juste eu des mots ou pas d'agression physique, en tout cas. Est-ce que le fait d'être militante te permet de mieux faire face à ce genre de situation ou de mieux composer dans ces situations ? J'ai plus les outils maintenant pour... Je suis mieux armée, j'ai plus les outils, je sais quoi faire dans ce genre de situation. Après, on peut déconstruire le langage aussi, donc on peut commencer par ça. Et après, si ça va plus loin, oui, porter plainte et tout ça, maintenant, je pense que je le ferai. C'est vrai que j'ai une chose que j'ai jamais faite, mais clairement, je pense que si on n'identifie pas si on ne porte pas plainte, ces personnes continueront et se sentiront légitimes de continuer en plus. Donc non, ouais.
quand même plus armée. C'est vrai que du coup, on a une formation d'intervention milieu scolaire à SOS homophobie. Même moi, ça m'a permis de déconstruire le langage et même les insultes que jusqu'à présent, j'étais carrément pas armée pour... Moi, des fois, je suis un peu bourrine parce que je réponds aussi. C'est pas la chose qu'il faut faire, des fois, forcément, insulter. L'insulte répondre par les mêmes armes, c'est pas la bonne méthode. Dans l'épisode 3, si je me trompe pas, de The Road avec Clara Camille, à un moment donné où elle utilise le terme d'autodéfense verbale, est-ce que c'est un terme que tu as déjà entendu? Parce que j'ai l'impression que dans ce que tu me dis, en fait, c'est un peu ça que tu es en train de décrire, c'est une forme d'autodéfense verbale. Est-ce que ça te parle? Ça me parle, mais du coup, j'avais pas le terme. Je connaissais pas après, ouais. Mais oui, c'est clairement ça. C'est l'autodéfense verbale, ouais. Mais c'est vrai que j'avais pas conscientisé le terme. Maintenant, je l'ai. Comme quoi, on apprend plein de choses. Tu as évoqué ta passion pour le cinéma, et notamment, du coup, sur la prépa de cette interview, tu nous disais aussi que tu fais aussi de la vidéo. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors j'ai fait un atelier cinéma pendant 3 ans où j'ai appris à écrire des scénarios, à faire du montage, à filmer, à me servir d'une caméra, à apprendre le découpage technique. Et c'est vrai que je suis une passionnée de cinéma. C'est la seule chose que ma mère m'a apportée. C'est que tous les samedis, elle m'emmenait au cinéma de Nantua, dans mon petit village. Et du coup, on n'a rien en commun, mais on allait quand même voir ces films. Mais par contre, on n'en parlait pas. C'était un peu bizarre. Et du coup, je suis arrivée sur Lyon, le cinéma, j'en ai bouffé. J'ai 3 cartes de cinéma là maintenant, et je vais tout le temps au cinéma. Et j'ai des réalisateurs préférés. Puis maintenant, quand je vais au cinéma, j'ai l'impression que j'analyse le film, même plus je regarde le film à cause de cet atelier cinéma, parce que du coup, j'ai appris plein de trucs sur la photo, et je trouve que l'art, ça peut emmener quelque chose aux gens, et ça peut aussi... des films que des personnes n'iraient pas forcément voir, voient le monde des possibles. Mais je pense que par la culture, tu peux apporter de la visibilité. Vu qu'on parle culture et cinéma notamment, je voulais te demander comment déjà tu as vécu toute la période... alors j'aime pas trop utiliser le terme Covid parce que c'est pas la maladie qui nous met dedans, c'est plus la gestion gouvernementale. Ça c'est clair. Du coup, comment tu as vécu là ces quasi 2 dernières années, un peu moins. Les 3 premiers mois de Covid, c'était, je suis quelqu'un d'hyperactive. Donc j'ai un boulot fixe, mais je fais des extras à côté, dans des bars, serveuse. Et je suis aussi des fois responsable de bar bénévole dans plein d'associations. Et tous nos événements des SOS aussi se sont arrêtés, ça a été quelque chose. Moi, du jour au lendemain, je n'ai pas travaillé, j'étais ici dans mon petit appartement. Et j'étais estomaquée, stupéfaite. C'est-à-dire pendant 15 jours, je n'arrivais rien à faire. C'était la débandade. Première fois de ma vie où tout s'arrête, où même les films, j'arrivais pas à les regarder chez moi. C'est à la toute fin du premier confinement, que je réussissais à regarder un film à la télé, quoi. Quand il y avait des bons films. Mais et c'était assez compliqué. Après, c'est vrai que les réseaux sociaux nous ont quand même beaucoup aidés pour garder le lien. Mais moi, ce qui me manquait vraiment, c'était de voir les personnes. Moi, c'était de serrer mes copains, de boire des verres avec eux. Je suis très tactile, on est très câlin. Et du coup, ça me manquait énormément. Moi, après, j'étais en pseudo-relation parce qu'on n'était pas plus ensemble. Mais on se voyait pendant le premier confinement. On ne respectait pas trop. On faisait des allers-retours 1 fois par semaine, en tout cas, pour se voir. Et même après la période du couvre-feu et deuxième confinement, je ne sais même plus en combien on en est. On respectait plus rien avec mes amis, c'est-à-dire que il y a ceux qui télétravaillaient, qui pétaient un câble parce qu'ils ne faisaient que ça toute la journée, ils n'avaient plus de rythme. Ceux comme moi qui ne voyaient pas personne. Après, moi j'ai repris le travail, donc c'était un peu différent. Mais pour notre survie mentale, du coup, on a fait des apéros tous les vendredis. On appelait ça le vendredi. Et on se faisait ça, on a visité tous nos apparts, je pense. On faisait chaque vendredi, on allait chez une personne différente et on se retrouvait tous parce qu'on avait besoin de liens, de se voir. C'était plus possible. Enfin, j'aime les gens, moi, donc et j'aime mes amis surtout, et de ne pas les voir, je vais en pleurer tellement ça me... Mais ils m'ont beaucoup aidée, en fait. Ça m'a aidée à cette période, et je dis toujours à mon psy que j'ai des amis géniaux, parce qu'ils m'ont vraiment aidée. Et puis, en plus, il m'est arrivé une merde pendant le confinement, et j'ai vu qu'ils étaient là, quoi. C'était vraiment...
Est-ce que tu as besoin qu'on fasse une pause? Ouais, non, ouais. Du coup, aujourd'hui, comment tu vis au présent, tout ça, parce qu'il y a encore des restrictions, il y a encore des menaces, il y a encore tout un tas de trucs là. Du coup, t'en es où par rapport à je tout fais ça? plus de projections. Enfin, déjà, j'ai du mal avec les projections, j'en faisais jamais déjà, mais je vis au jour le jour. J'ai eu la chance de pouvoir faire mes extras dans un tiers-lieu où on faisait des open air et des concerts en juillet. Je pensais pas que c'était possible. L'année dernière, en juillet, j'ai fait ça aussi, mais en bénévole. Après, j'étais salariée. Et je pensais pas que c'était possible de vivre un open air avec des concerts, des personnes qui dansent. Bon, l'année dernière, c'était avec les masques, là, non. Et moi, de pas voir les sourires des gens aussi, ça me perturbe énormément. Après, tu vois aux yeux quand même, mais c'est déshumanisant. Je trouve qu'on nous déshumanise, on nous a vraiment déshumanisés, en fait. Et on est plus que... Et maintenant, je vis bien parce qu'on peut ressortir, je peux aller au cinéma. J'ai attendu très longtemps l'ouverture des cinémas. Et puis je peux retourner boire dans mon bar préféré des coups avec mes copains. Et voilà, mais ce truc de... Ça change tellement, les mesures changent une semaine, une l'autre, même pour le boulot, j'arrive plus à me projeter. Je sais pas comment va se passer ma rentrée, ça m'angoisse énormément. Et en fait, je me dis, mais arrête de te mettre des nœuds parce que dans 2-3 jours, il y aura encore une nouvelle mesure ou il y aura une nouvelle connerie du gouvernement. Donc, du coup, c'est rien de se mettre martel en tête. Mais ça me fait chier de subir, par contre. Et du coup, encore dans ce contexte, les liens sociaux, du coup, avec tes amis et ceux qui font famille. Ah oui, bah oui, ils font clairement famille. Ça t'aide énormément, c'est oui. ça Bah, c'est ma famille. Hein. J'ai une famille éclatée, j'ai qu'une grand-mère. Ma mère, pour moi, n'existe plus. Et c'est eux, ma famille, en fait. Ils m'apportent tout. Enfin, ils me donnent la confiance que j'ai pas en moi. Quand ils me parlent de moi, je dis non, mais ils parlent de quelqu'un d'autre. Là, c'est pas de moi que vous parlez, en fait. Parce que c'est, mais non, mais si on va voir un film avec toi, à la fin, tu vas nous faire une analyse encore. Voilà, alors que... Et que moi, je me vois pas du tout comme ça. Et eux, ils me disent, ouais, mais t'as une culture, tu te rends pas compte. Et ouais, ils sont importants, c'est mes piliers, comme la culture. Et ouais, ils font que j'existe, de toute façon, oui. J'aimerais te demander si tu as des petites astuces, tu vois, à partager, par exemple, pour une personne qui se questionnerait sur ses sentiments, notamment envers une femme, envers une femme, etc. Ou voilà, si tu as que ce soit des références ou peu importe, en tout cas, si tu as des petites astuces à partager avec des bébés-gouines. Voilà, les petites astuces, je sais pas, c'est dur de dire des astuces. Non, mais après, les bébés-gouines, ils ont la chance de voir tout ce qui est réseaux sociaux et je pense qu'ils sont plus au fait que nous là-dessus. Et la communauté LGBT, QIA+, a beaucoup plus de visibilité qu'à mon époque, où maintenant, il n'y a pas un livre ou un film où on n'en parle pas et je trouve ça génial, cette visibilité, parce que je pense qu'ils ont moins de soucis à se faire pour... Non. C'est selon chacun comment tu vis. Mais moins de soucis à faire pour l'acceptation, je pense déjà, parce qu'il y a beaucoup de chemin qui a été fait. Mais des astuces, non. Après, ouais, tu vas sur Internet, tu regardes des vidéos, ou tu vas aux assos aussi. C'est là que tu rencontres vraiment les personnes comme nous. Ouais. Bah, je pense que vraiment plus les assos, alors. Ça permet vraiment de rencontrer... faire les mêmes activités, ou voilà. On approche de la fin de l'interview. Donc on approche un petit peu de la fin et je voulais te demander s'il y a un sujet que j'ai pas eu l'occasion d'aborder ou que j'ai pas... en tout cas un sujet qui pour toi est important et que tu as envie de partager. C'est pas obligé que ce soit avec le fait d'être lesbienne, tu vois, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Et donc voilà, c'est l'occasion si jamais... Non, ouais, j'ai pas d'autres sujets. Ouais. Après, c'est vrai que j'ai pas assez parlé de musique, peut-être. C'est vrai que je suis passionnée de musique aussi, de concert, mais ouais, c'est pas... je saurais pas quoi en dire, en fait. Ça me prend de court. Ok. Parmi les sujets qu'on a abordés, pour le coup, est-ce que tu as envie de revenir sur quelque chose, de préciser, je sais pas, ton témoignage, ou d'ajouter, ou de modifier, peu importe. J'ai l'impression que je suis partie dans tous les sens, donc je sais pas si je repars dans tous les sens, après ça va être compliqué. Non, je pense que j'ai pas besoin de préciser, je pense pas.
J'aimerais aussi te demander pourquoi tu participes à ce projet-là, The Road, comment tu en as eu connaissance et pourquoi tu participes. Du coup, on va reparler des SOS. Ouais. Du coup, tu as envoyé un mail à SOS Homophobie pour chercher des personnes sur Lyon, des personnes de plus de 40 ans. Fait de l'agisme. Et c'était un défi pour moi parce que c'est vrai que j'ai pas du tout confiance en moi. Je déteste parler en public, sauf quand je vais voir au ciné-club des films et qu'on analyse, on parle après du film. Là, j'arrive à parler. Mais tu vois, je fais pas les interventions au milieu scolaire, je parle pas devant une classe et je déteste être filmée et tout ça. Donc j'ai vraiment, vraiment pris sur moi. Et après, je trouve que c'est important de témoigner aussi. Enfin, qu'il reste des choses de nous, de ce qu'on a fait. Je pense qu'à notre petite échelle, on a peut-être quand même réussi à faire quelque chose. Quoi qu'il en soit, j'espère en tout cas. Et puis c'est la visibilité. Moi, je trouve qu'il n'y a rien d'autre que la visibilité, ça passe par tous les médias. Donc, mais c'était un défi quand même. non, j'ai pas envie de dire que c'est un défi, mais oui. Pour moi, c'est un défi en tout cas. Pour beaucoup, c'est un défi. En tout cas, pour la plupart des témoignages que je fais, c'est rarissime. Je sais même pas si c'est vraiment arrivé qu'il y ait une personne qui me dise si elle, on va dire, il y en a une ou deux que j'ai en tête qui me dit qu'elle était plus fluide par rapport à ça. Mais en vrai, globalement, ça coûte, entre guillemets, chaque personne. Après, il s'avère que quand même par la suite, ça leur apporte. Aussi, donc c'est cool. Mais en tout cas, je veux te remercier. Merci à toi. Merci à toi. Avec les galères de ce matin, d'avoir accepté de décaler. Non, mais il n'y a pas de souci. Et d'avoir partagé du coup ton témoignage. Voilà. Merci. Merci à toi aussi. Merci pour la rencontre aussi, finalement. C'est bien de rencontrer des nouvelles personnes aussi. Merci. Te demander à quel moment... Ah, il y a un chat dehors, je sais pas si oui, c'est le mien, mais il a le droit d'être dehors, mais de toute façon, il va être très effrayé. Ok. Du coup, Subutex. Très influence des pentes aussi, du coup.